Coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette première vidéo d'une longue série où je vais te partager l'histoire de Selman. J'ai préféré couper son histoire en plusieurs parties pour ne pas vous perdre, mais surtout question de fluidité. Cette expérience, je suis contente parce qu'elle a donné naissance à d'autres projets en cours, bi'idnillah, qui j'espère vous marqueront. Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue dans ce projet, des personnes que je connaissais pas encore il y a quelques temps. Merci à vous et un merci spécial pour tous vos jolis messages sur Instagram, ça m'a énormément touchée, mais surtout motivée pour continuer. Donc me voilà, let's go. Cette expérience que j'ai vécue et que tu vas découvrir aujourd'hui, sache qu'elle n'a pas été facile à raconter. Je vois cet exercice comme une thérapie, un moyen de me libérer de ce traumatisme. Car oui, cette partie de ma vie m'a énormément changée, mais je n'en tire que du positif aujourd'hui. Si je veux te raconter l'histoire de Selman, je dois revenir à ma grossesse. Le jour où j'ai appris ma grossesse, j'étais tellement heureuse et tellement reconnaissante, alhamdoulilah, mais aussi très angoissée. Je sortais d'une fausse couche que j'avais vécue très difficilement. Ça aussi, c'est un sujet sur lequel j'aimerais aussi m'exprimer. Il y a tellement de choses à en dire. Donc, ma grossesse se déroule bien, sans le moindre problème. Les mois passent et l'accouchement approche. À ce moment-là, j'étais enceinte de pratiquement quasi 9 mois. J'étais à une semaine du terme. Mon mari, lui, à ce moment-là, avait été muté à plus de 400 km de chez nous. Il ne rentrait qu'un week-end sur deux. Et je me retrouvais donc seule avec mon fils qui était à l'époque âgé de 1 an et demi. Donc une journée banale, comme tous les jours, je passais ma journée à pâtisser avec ma voisine qui organisait à ce moment-là un goûter pour l'un de ses enfants. Donc nous avions passé la journée ensemble, tout allait bien, voilà. En rentrant chez moi, je dis à ma voisine en plaisantant, s'il te plaît n'éteins pas ton téléphone, on ne sait jamais si j'accouche. Et là elle me dit, tu fais bien de me le dire parce qu'en ce moment je l'éteins et je me mets au lit quoi. Donc on en rigole, on se laisse sur ces paroles. Ce soir-là, ma belle-sœur aussi devait me rendre visite pour boire un petit café. Et au moment où elle veut partir, je lui propose, comme un ressenti étrange, mais auquel je ne prête pas attention sur le moment, je lui propose de rester passer la nuit à la maison. Chose que je ne fais jamais. Elle ne pouvait pas, elle avait des impératifs, son mari l'attendait, donc elle est partie. Elle est rentrée chez elle. Mon fils et moi avions l'habitude de dormir ensemble, étant donné que nous étions souvent seuls. Nous avions une relation très fusionnelle, vraiment nous faisions tout ensemble. Et ce soir-là, alors que nous nous mettions au lit, il préférera dormir tout seul dans sa chambre malgré mon insistance parce que c'était un petit peu mon doudou à moi aussi. J'aimais trop dormir avec lui, sentir son odeur. Ça a été un peu dur pour moi sur le moment. Et finalement, heureusement qu'il n'a pas dormi à côté de moi parce que ce qui m'attendait, je pense que ça l'aurait traumatisé à vie. Je le couche donc et me mets ensuite au lit. J'appelle alors ma mère, comme chaque soir avant de dormir, et on discute quelques minutes. Je me rappelle même lui avoir envoyé des photos de mon ventre car à ce moment-là, mon bébé bougeait énormément. Limite, ça me faisait mal et surtout, il prenait des positions très étranges. Je crois qu'on a un peu toutes connu ça, ces petits ovnis dans nos ventres qui prennent des fois des positions, on ne sait pas. On n'arrive pas à savoir où est la tête, où est la jambe, où est le pied. Enfin, c'est assez étrange. Je laisse alors ma mère pour m'endormir très vite d'épuisement. 2h du matin, tout bascule. C'est alors que je suis réveillée, en sursaut, une sensation très étrange, une pression même très bizarre. Je me lève brutalement, pensant en premier que c'était la perte des os, que je connaissais pas cette sensation car pour mon premier je n'avais pas perdu les os. J'essaie de retenir un peu avec mes mains car c'était très intense. Je me rappelle, comme j'étais dans le noir, je peine à trouver l'interrupteur. Je marche difficilement jusqu'à la salle de bain qui était juste à côté. J'allume la lumière et là, choquée. Mais vraiment, j'étais choquée. J'arrivais pas à y croire. J'ai une angoisse qui est montée d'un coup. Là, je me rends compte en fait que c'était pas la perte des os, mais du sang. Il y en avait partout. Paniquée, je cherche mon téléphone qui se trouve dans la chambre à côté. Et là, en retournant sur mes pas, je découvre une scène horrible de crime, mais vraiment une scène de crime. Du sang partout sur les murs, car quand je cherchais l'interrupteur, j'avais posé mes mains un peu partout. Du coup, j'avais taché le mur, le lit. Je vous raconte même pas le lit. Je peux même pas vous le décrire. On aurait dit qu'un meurtre venait d'avoir lieu. Une mare de sang juste inimaginable. Là, il faut se rappeler que je suis seule avec mon bébé de 1 an et demi à côté qui dort. Il est presque 2h30 du matin. Prends ton téléphone
Et préviens vite quelqu'un avant que tu ne tombes dans les pommes. Voire pire, mais là c'est au pire que je pense surtout. Je pense à mon fils qui dort à côté. Je suis tétanisée, mais je tiens bon. Je suis comme en mode survie. Je pense qu'à mon fils. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que l'être humain, il est doté d'un instinct de survie qui le fait aller au-dessus de ses peurs. Comme un formatage de ton cerveau, à un moment où si tu dois réfléchir rationnellement, tu perds pied et la panique, à ce moment-là, elle te fait tout foirer. Mais là, il n'était pas question de ça, justement. Il était question de ma survie et la survie de mon fils, surtout. Allô ? Je perds du sang. Tu peux venir, s'il te plaît ? Voilà mon échange au téléphone avec ma voisine qui n'a duré que quelques secondes. Elle a compris en quelques minutes, elle était déjà chez moi. Pendant ce temps, j'appelle ma mère dans la foulée qui ne répond pas. Messagerie. Histoire incroyable. Elle me dira le lendemain qu'elle a fait une chose qu'elle ne fait jamais. Elle s'est réveillée dans la nuit, vers 2h, 2h30 du matin. Elle s'est réveillée pour éteindre son téléphone. Subhanallah. Vraiment, quand elle m'a raconté ça le lendemain, je suis restée choquée. On est toutes les deux restées choquées. Même elle n'a pas compris. Elle m'a dit, subhanallah, je me suis levée vers 2h. Je ne sais pas pourquoi. Elle m'a dit, j'ai ouvert les yeux et j'ai éteint mon téléphone et je me suis rendormie. Allah, il a voulu la protéger cette nuit-là. Subhanallah, c'était juste incroyable. Et heureusement qu'il a fait ça. Heureusement qu'elle a fait ça, pardon. Parce que connaissant ma mère, on est tellement proches. Et ma mère, elle est proche de tous ses enfants. Elle est proche de tous ses enfants. Elle est au service de ses enfants. C'est-à-dire que si elle sent et si elle sait qu'on a le moindre problème et qu'on est dans la moindre difficulté, elle va prendre la voiture et elle va venir directement. Elle ne va pas chercher à comprendre... Et ce soir-là, je sais qu'elle l'aurait fait. Je sais qu'à 3h du matin, elle aurait réveillé mon frère et elle aurait dit tout de suite, on y va, on part, on va la voir. Mais heureusement, Allah, il avait ses plans et il a voulu la préserver et heureusement d'ailleurs, heureusement. En suivant, j'appelle mon mari. Ok, il n'arrivait pas à y croire. Il était à plus de 400 km de nous, seul dans une chambre, ne pouvant rien faire. Il me dit, j'appelle ma famille. Ils vont venir te chercher et te ramener aux urgences. Et là, moi, je refuse direct. Je lui dis non. Parce que le fait d'appeler sa famille, pour moi, ça a acté le fait qu'il y a un problème et que c'est grave. Et là, à ce moment-là, j'essaie encore de relativiser. Et surtout, je me mets dans un déni de la situation. Et je pense surtout que je suis en état de choc. Donc, voulant pas les affoler, je lui dis, écoute, je vais d'abord aux urgences. La voisine, elle va arriver. Je te dis ce qu'il en est. À ce moment-là, ma voisine arrive. Et là, elle découvre la scène horrible qu'elle n'oubliera probablement jamais de sa vie, je crois. Parce qu'on en a reparlé le lendemain et c'est vrai qu'elle était choquée. Vraiment choquée de ce qu'elle a vu. Elle contacte très vite les pompiers. Et eux n'arriveront que de longues minutes plus tard. Car les maisons dans lesquelles on habitait, c'était un nouveau quartier qui n'était pas encore bien référencé dans le GPS. On a dû les rappeler une deuxième fois, les orienter avant d'entendre la sirène retentir pas loin. Et là, soulagement un petit peu quand même. Je me suis dit, bon, voilà, ils sont pas loin. Et là, j'ai soufflé un peu, quoi. Mais moi, pendant ce temps, je suis assise. Je me rappelle, je suis assise dans le salon. J'évite de me lever parce que la pression que je ressens à l'intérieur, elle est tellement intense que je sens que le sang ne s'arrête pas de couler, en fait. Une scène vraiment indescriptible. J'avais vraiment la sensation de me vider, quoi. Vraiment, c'était horrible. Perdue, j'effectue des mouvements sur mon ventre afin de sentir mon bébé bouger. Mais rien. Je ne le sentais pas bouger. Mon mari m'appelle à ce moment-là et essaie de me faire parler. Mais rien, j'arrête pas de lui répéter, je le sens plus bouger, je le sens plus bouger. Les pompiers arrivent enfin, ma voisine leur explique ce qui m'arrive et un des pompiers essaie de détendre un peu l'atmosphère et plaisante sur le fait que mon bébé, qui était normalement prévu le 14 février, préférait peut-être venir une semaine avant pour nous laisser notre Saint-Valentin, mon mari et moi. Et il en plaisante. Et là, je le regarde, je me rappelle que je lui souris. Mais je suis loin, en fait. J'écoute même pas ce qu'il dit. J'ai l'impression que mon corps est là, mais mon esprit, lui, il est en train de partir. C'est vraiment, j'ai l'impression de me dissocier de mon corps. J'étais plus présente, en fait. Mon corps était là, mais plus moi. À ce moment-là, un pompier demande à ma voisine de lui montrer la chambre dans laquelle j'avais perdu du sang pour voir un petit peu la quantité de sang. Et là, il redescend très vite, regarde ses collègues. Et là, ils comprennent de suite la situation. Entre eux, ils ne parlent pas, ils se regardent. C'était déstabilisant. Vraiment, pour moi, je comprenais en plus, je savais que là, c'était grave en fait. Et j'analyse la scène, je les regarde et je me dis, ok, là, c'est imminent. Je ne me suis pas trompée, là, là c'est imminent pour moi. Et là, à partir de là, c'est une question de survie maintenant pour moi.
tout s'accélère et je suis pris en charge très rapidement. On me fait grimper dans l'ambulance sur le brancard. Le long du chemin vers l'hôpital, je vois les alentours de mon quartier. Et là, j'ai plusieurs pensées qui me traversent la tête. Je pense d'abord à mon fils. Mon fils que je reverrai plus. Je me dis, je le reverrai plus. Il va se réveiller demain matin, il aura plus sa maman. Et je pleure pas, hein. Je pleure pas à ce moment-là, mais je pense à lui. Je me dis, il va grandir sans sa mère. Et je fais dua au fond de moi. Je me dis, Ya Allah, s'il te plaît, préserve-le. Préserve-le, préserve-le. Et je demande à Allah surtout de lui faciliter sa vie sans sa maman. Et ça, c'est une peur tellement profonde que chaque maman ressent que on peut pas l'expliquer en fait. Et surtout à ce moment-là, je fais l'istighfar. Pensant à tout ce que je n'avais pas accompli, tous mes manquements. Je répète dans ma tête, Ya Allah, je sais et j'arrive. Pardonne-moi. Je me dis, ça y est, je peux plus rien faire, je peux plus œuvrer. Ça y est, c'est trop tard pour moi. Je continue d'appuyer sur mon ventre pour essayer de sentir mon bébé bouger, mais rien, il bougeait plus. Il bougeait plus. Et dans ma tête, je me disais, ça y est, il est parti et je vais le rejoindre. J'arrive aux urgences maternité. L'obstétricienne me prend en charge et je lui dis, mon bébé il est mort, mon bébé il est mort, je le sens plus, il est mort. Et j'arrêtais pas de répéter, j'arrêtais pas de lui dire. Très vite, elle me fait une écho et là, soulagement, battement de cœur, mon bébé est là, bien vivant. Je n'en revenais pas, j'avais l'impression de rêver. C'est un mélange de soulagement, d'émotion, de joie, de reconnaissance, de gratitude. Il est là, mais moi, je suis presque plus là, vu la quantité de sang que je perds. Elle m'ausculte alors très vite et elle me dit clairement les choses. Madame, votre bébé va bien, mais vous, pas du tout. Vous, ça va pas. Vous faites une hémorragie du placenta sévère. Direction le bloc d'urgence. J'aperçois l'anesthésiste. J'aperçois l'anesthésiste arriver. Tout va très vite. Il dit clairement que ça sera une anesthésie générale au vu de la situation catastrophique. Pendant ce temps, je continue à perdre beaucoup de sang. Ça ne s'arrêtait pas et j'entendais compresse. À ce moment-là, je crois mourir. Je me dis, ok, ça y est, c'est la fin. Je vois une sage-femme passer à côté de moi. Je lui demande rapidement mon téléphone. J'appelle alors mon mari et je lui dis, écoute, je vais au bloc pour une césarienne d'urgence. Je pense que c'est la fin. On s'est échangé des mots rapidement. J'imagine même pas son état, le pauvre. Enfin, tout seul dans une chambre. Et moi, je lui parlais comme si je n'allais plus jamais le revoir. En suivant, je décide de rappeler ma mère. Messagerie. J'avais besoin de parler avec elle, j'avais besoin de lui demander pardon, j'avais besoin de lui dire, maman, s'il te plaît, fais des invocations pour ta fille, fais des invocations pour elle, fais des aumônes, ne m'oublie pas, pense à moi, prends soin de mon fils, parle-lui de moi. J'avais besoin de vider tout ce que j'avais dans ma tête parce qu'à ce moment-là, vraiment, on a l'impression qu'on est en train de nous mettre en terre. Et du coup, moi, j'ai tellement envie de lui parler, j'ai tellement envie de lui dire toutes ces choses. Et surtout, ma mère, c'est quelqu'un qui œuvre pour les autres. Et j'avais envie de lui dire, s'il te plaît, moi aussi, n'oublie pas et œuvre pour moi aussi. Fais plein de choses pour moi, fais plein de choses pour moi. J'appelle alors mon frère, mon petit frère qui vivait avec ma mère. Et je lui dis, écoute Reda, je vais faire une césarienne d'urgence. C'est très grave. Appelle maman, s'il te plaît, et préviens-la. Préviens-la parce qu'elle est sur messagerie. Et donc, dites-vous bien que ce soir-là, il m'a dit ok, d'accord. Et il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais réveillée. Il l'a laissé dormir jusqu'au petit matin. Et elle a découvert mon accouchement. Parce qu'alhamdoulilah, après, j'ai accouché.
que le lendemain matin, et ça je vous le raconterai dans la prochaine vidéo. Quand j'ai appelé le lendemain matin, j'ai appelé ma mère pour lui dire ce qui s'était passé. Mais je pensais qu'elle était déjà au courant et que mon frère lui avait dit, et en fait pas du tout. Donc c'était une scène à la fois émouvante et tellement triste aussi, parce que du coup il y a eu un mélange de plein de choses, plein de mélancolie. Entre temps, je me réveille quelques heures après et Selmen est dans mes bras. Alhamdulillah. Le soulagement quand elle me l'a posé sur moi et la sage-femme essayait de me réveiller à ce moment-là, elle me disait « Madame, votre bébé est là, madame, regardez, sentez-le ». Et moi, avec l'effet de l'anesthésie, je n'arrivais pas à me réveiller, j'essayais, je luttais de toutes mes forces, j'ouvrais un petit peu les yeux, je le regardais, elle me le posait à côté de moi, je le sentais et je repartais. Enfin, pour celles qui ont connu ça, le après-anesthésie, il est tellement horrible. Enfin, c'était dur, mais tellement... J'étais tellement soulagée à ce moment-là. Je n'y croyais pas en fait. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis dit... Alhamdulillah, je suis encore en vie, j'ai survécu. Allah, il m'a donné encore... J'avais l'impression en fait de renaître et que c'était une deuxième chance pour moi en fait. Je pouvais pas y croire, vraiment je pouvais pas y croire. Et entre-temps, la sage-femme très très gentille, masha'Allah, elle a appelé mon mari dans la nuit pour lui dire, parce que mon mari restait sans nouvelles du coup. Elle a appelé mon mari dans la nuit pour lui dire, écoutez, votre enfant, il est dans mes bras. Votre femme a bien accouché et elle est en salle de réveil, tout va bien, la situation est sous contrôle. Et là, c'était vraiment, je crois, pour tout le monde, personne n'y croyait en fait. Personne n'y croyait parce que l'issue était tellement, ne pouvait être que fatale en fait pour moi, au vu de la quantité de sang que j'avais perdu. Et le lendemain, surtout, la sage-femme l'obstétricienne qui m'a accouchée, elle reviendra me voir et elle me racontera ce qui s'est passé. Elle me dira les choses. Et c'est vrai que j'ai l'impression que quand elle me parle, je me dis, mais subhanallah, Allah, il m'a donné une autre chance en fait. Il m'a donné une autre chance parce que si j'avais vécu cette situation dans un autre pays, je serais morte à l'heure d'aujourd'hui, c'est sûr. Je serais morte à l'heure actuelle, je serais pas parmi nous. Mais comme quoi, vraiment, faut se dire alhamdulillah, on a quand même un système de santé qui est là, quoi. Et à ce moment-là, je pense que c'est la fin. Je pense que c'est la fin et que tout finira par entrer dans l'ordre. Et je me rends compte finalement que ce n'est que le début d'une toute autre aventure qui nous attend. Et là, c'est l'aventure de Selmen qui commence.